3 conditions, 3 exigences précises, formulées publiquement, sans ambiguïté. L'Iran ne parle pas de négociation, il ne propose pas un compromis, il pose des termes. Et il dit clairement que tant que ces termes ne sont pas acceptés, les hostilités continueront. Pour quiconque suit les conflits du Moyen-Orient depuis des années, cette déclaration n'est pas anodine. Ce n'est pas le discours d'un pays acculé qui cherche une sortie de crise. C'est le discours d'un pays qui estime avoir acquis suffisamment de poids dans ce conflit pour imposer ses propres conditions à la table qu'il n'a pas demandé à rejoindre. La question qui se pose aujourd'hui n'est donc pas seulement militaire, elle est stratégique, dans le sens le plus profond du terme. Peut-on vraiment parler d'un avantage iranien dans ce conflit? Et si oui, comment un pays soumis à des décennies de sanctions économiques, isolé diplomatiquement pendant de nombreuses années et confronté à l'une des coalitions militaires les plus puissantes de la planète, a-t-il réussi à se placer dans une position où il dicte des conditions plutôt que de les subir? Ce sont ces questions que les analystes militaires posent aujourd'hui dans les capitales occidentales, souvent en privé, parfois à voix basse. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut revenir à la nature même de ce que l'Iran a annoncé. Les 3 conditions ne sont pas formulées dans le langage flou de la diplomatie habituelle. Elles sont précises, structurées et conçues pour être impossibles à accepter rapidement. La première concerne la reconnaissance des droits légitimes de l'Iran. En apparence, cela ressemble à une formule générale, mais dans le détail, elle couvre quelque chose de très concret. La souveraineté économique du pays, sa capacité à exporter son pétrole sans restriction, ses droits de navigation dans le Golfe et son autonomie stratégique dans la région. Autrement dit, l'Iran demande que toute la politique de pression et de sanctions menée par les États-Unis et leurs alliés depuis des années soit reconnue comme illégitime. C'est une demande d'ordre symbolique autant qu'économique, et symboliquement, c'est une demande que Washington ne peut pas accepter sans y perdre quelque chose d'essentiel. La deuxième condition porte sur la compensation des dommages. L'Iran exige que toutes les pertes subies lors de ce conflit soient reconnues et remboursées. Cela inclut les infrastructures militaires détruites, les installations industrielles endommagées, mais aussi ce que les stratèges iraniens appellent la perte de capacité opérationnelle, c'est-à-dire la dégradation de la puissance de dissuasion qui résulte des frappes subies. Cette demande dépasse largement la question financière. Elle transforme le cessez-le-feu en reconnaissance officielle d'une responsabilité. Et dans le droit international, reconnaître une responsabilité crée des précédents que ni Washington ni Tel Aviv ne sont prêts à établir. La troisième condition est peut-être la plus importante sur le plan stratégique. L'Iran exige des garanties formelles contre toute agression future. En clair, il demande que toute nouvelle attaque contre son territoire ou ses intérêts déclenche automatiquement des représailles massives et coordonnées sur plusieurs fronts à la fois, terrestres, maritimes et aériens. Ce n'est plus une promesse rhétorique, c'est une doctrine de dissuasion formalisée. Et si cette doctrine est acceptée ou simplement prise au sérieux, elle change fondamentalement l'équilibre des forces dans la région. Elle signifie qu'attaquer l'Iran n'est plus une opération chirurgicale localisée. C'est une entrée dans un conflit régional aux conséquences imprévisibles. Ensemble, ces 3 conditions forment quelque chose de cohérent. Elles ne sont pas conçues pour être acceptées immédiatement. Elles sont conçues pour établir une posture, pour envoyer un message à plusieurs destinataires, à la fois à Washington, à Tel Aviv, mais aussi aux opinions publiques internes et aux partenaires régionaux qui observent l'évolution du rapport de force. Et dans la guerre contemporaine, la posture est souvent aussi importante que les combats eux-mêmes, mais cette posture n'aurait aucun poids si elle n'était pas appuyée par des faits militaires tangibles. Et c'est là que les récents développements du conflit deviennent réellement
significatif. Les frappes iraniennes des dernières semaines ne ressemblent pas au lancement de roquettes artisanales auxquelles la région était habituée depuis des années. Elles témoignent d'une précision et d'une coordination qui ont surpris les analystes militaires occidentaux, y compris ceux qui suivaient de près le développement de l'arsenal iranien. Les systèmes radars avancés déployés par les États-Unis et Israël dans la région ont été ciblés avec une exactitude qui dépasse ce que les services de renseignement occidentaux attribuaient publiquement à l'Iran. Certains composants des systèmes de défense antimissiles, des plateformes de détection précoce et des infrastructures de commandement ont été touchés ou rendus partiellement inopérants. Chaque équipement détruit représente non seulement une perte financière considérable, certains éléments coûtant plusieurs centaines de millions de dollars, mais aussi une dégradation de la capacité de réaction globale. Car, dans la défense antimissile moderne, la chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Un radar hors service, c'est un angle mort, et un angle mort dans un conflit de haute intensité peut avoir des conséquences opérationnelles très concrètes. L'impact psychologique de ces frappes est également important à évaluer séparément de leur impact matériel. Les populations civiles israéliennes qui entendent les sirènes d'alarme à répétition vivent sous une pression constante. Les abris restent en alerte maximale. La vie économique est perturbée. Et dans un pays comme Israël, dont la société repose sur une confiance profonde dans la supériorité technologique de ses systèmes de défense, chaque frappe qui franchit cette défense produit une onde de choc qui va bien au-delà des dégâts physiques. Elle touche à quelque chose de plus fondamental, la confiance dans l'invulnérabilité du territoire. Ce phénomène n'est pas nouveau dans l'histoire des conflits. Les stratèges le connaissent bien. Dans la guerre asymétrique, l'objectif d'un acteur plus faible n'est pas nécessairement de détruire militairement son adversaire, c'est d'éroder sa confiance, d'augmenter son coût, de semer le doute. Et dans ce domaine précis, les récentes opérations iraniennes semblent avoir obtenu des résultats que même les analystes les plus pessimistes n'anticipaient pas complètement. Il faut ici mentionner un élément qui a largement retenu l'attention des spécialistes. Pour la première fois, depuis qu'il a pris ses fonctions de guide suprême, Mojtaba Khamenei a prononcé un avertissement direct et public concernant le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas un détail symbolique. Le guide suprême iranien ne s'exprime publiquement sur ces sujets que lorsque la décision stratégique a déjà été prise à un niveau très élevé. Cette annonce ne s'adressait pas seulement à Washington ou à Tel Aviv. Elle s'adressait aux marchés mondiaux, aux pays du Golfe, aux importateurs asiatiques de pétrole et aux opérateurs maritimes internationaux. Le message était simple, si les frappes continuent, le détroit devient un outil de pression. Pour comprendre pourquoi cette menace est prise au sérieux, il faut rappeler ce qu'est réellement le détroit d'Ormuz sur le plan géoéconomique. Ce bras de mer, d'une quarantaine de kilomètres de large à son point le plus étroit, est le passage obligé d'environ 20% du pétrole mondial et d'une part encore plus importante du gaz naturel liquéfié. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Irak et l'Iran lui-même dépendent de ce passage pour leurs exportations énergétiques. Fermer ce détroit, même partiellement, même temporairement, provoquerait une hausse immédiate et brutale des prix de l'énergie à l'échelle mondiale. Elle déstabiliserait les marchés financiers, elle créerait une pression économique sur des pays qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit, mais qui subiraient immédiatement ses conséquences. C'est précisément pour cette raison que la menace sur Ormuz n'est pas une simple figure rhétorique. Elle constitue ce que les stratèges appellent un levier de dissuasion élargi. Elle transforme un conflit bilatéral entre l'Iran d'un côté et les États-Unis et Israël de l'autre, en un problème global qui intéresse directement la Chine, le Japon, l'Inde, l'Europe
et tous les autres grands importateurs d'énergie, et cette transformation modifie radicalement l'équation diplomatique, car il est beaucoup plus difficile pour Washington de poursuivre une opération militaire lorsque ses conséquences économiques menacent la stabilité de ses propres alliés. Parallèlement à cet avertissement sur Hormuz, le corps des gardiens de la révolution islamique a émis un message qui a une portée différente mais complémentaire. Il a clairement indiqué que toute nouvelle attaque contre les infrastructures iraniennes déclencherait des frappes coordonnées à l'échelle régionale. Ce n'est pas une menace générique, c'est une doctrine de réponse qui décrit une architecture précise. Des frappes coordonnées à l'échelle régionale signifient que plusieurs acteurs dans plusieurs pays différents agiraient de façon simultanée et organisée. Cela implique une structure de commandement, un réseau d'alliés et une capacité de coordination que seule une force régionale intégrée peut maintenir. Cette déclaration modifie la logique du calcul de risque pour Washington, car une opération militaire contre l'Iran ne peut désormais plus être analysée comme un conflit à deux avec des conséquences prévisibles et localisées. Elle doit être envisagée comme l'ouverture d'un front multiple impliquant potentiellement des acteurs au Liban, en Irak, au Yémen, en Syrie et au-delà. Dans un tel scénario, le risque d'escalade vers un conflit beaucoup plus large devient structurel et non plus hypothétique. C'est dans ce contexte qu'il faut analyser les déclarations de Donald Trump au cours des dernières semaines. Sur ce conflit précis, le président américain a émis des messages contradictoires. À certaines occasions, il a affirmé que la guerre était presque gagnée, que les cibles avaient été détruites et que l'Iran était sévèrement affaibli. À d'autres moments, des sources proches du dossier militaire donnaient une image beaucoup plus nuancée de la situation sur le terrain. Cette incohérence entre le discours politique et la réalité opérationnelle n'est pas un simple problème de communication. Elle produit des effets stratégiques concrets. Lorsque les déclarations officielles d'une puissance en guerre ne correspondent pas aux faits vérifiables sur le terrain, la crédibilité de cette puissance s'érode. Et dans un conflit où la posture et la perception jouent un rôle aussi important que les combats eux-mêmes, cette érosion de crédibilité est un actif stratégique pour l'adversaire. L'Iran observe ces incohérences, ses alliés les observent, et les capitales qui cherchent à évaluer l'issue probable de ce conflit les observent également. Mais il y a une autre dimension que les analystes mentionnent de plus en plus fréquemment. Environ la moitié de l'opinion publique américaine s'oppose désormais à la stratégie de guerre adoptée par l'administration. Ce chiffre est politiquement significatif. Dans les démocraties, la capacité à soutenir un conflit dans la durée dépend non seulement de la puissance militaire, mais aussi du soutien interne. Un conflit long, coûteux, aux objectifs mal définis et aux résultats discutables devient progressivement plus difficile à maintenir politiquement. Et l'Iran, qui a clairement adopté une stratégie d'usure, sait que le temps joue un rôle dans cette équation. La dimension économique de ce conflit mérite d'être examinée plus attentivement, car elle est souvent sous-estimée dans les analyses axées sur la dimension militaire. Chaque frappe iranienne contre un système de défense américain ou israélien représente une destruction de valeur économique considérable. Les équipements militaires de haute technologie détruits ou dégradés coûtent des dizaines, parfois des centaines de millions de dollars à remplacer. La reconstruction des capacités de détection et d'interception prend du temps et mobilise des ressources industrielles et budgétaires importantes. Dans le même temps, les drones et les missiles iraniens qui ont effectué ces frappes ont un coût de production nettement inférieur au système qu'ils ciblent. Cette asymétrie économique est l'un des éléments classiques de la stratégie de guerre asymétrique que l'Iran pratique depuis des décennies. C'est également pour cette raison que les pays voisins observent la situation avec une inquiétude croissante. Bahreïn, le Koweït,
les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite hébergent des bases militaires américaines et entretiennent des relations économiques étroites avec Washington. Mais ils partagent également une géographie avec l'Iran qui les rend extrêmement vulnérables en cas d'escalade régionale. Ces pays cherchent à maintenir un équilibre difficile entre leurs engagements avec Washington et leur intérêt vital à ne pas se retrouver sur la ligne de front d'un conflit majeur. La pression sur ces gouvernements est réelle et elle s'accentue à mesure que le conflit se prolonge. Dans ce contexte, des acteurs comme la Chine, la Turquie et la Russie ont commencé à positionner leurs propres efforts diplomatiques. La Chine entretient des relations commerciales étroites avec l'Iran et dépend massivement du pétrole du Golfe pour son économie. Elle a donc un intérêt direct à éviter une escalade qui perturberait ses approvisionnements énergétiques et ses routes commerciales. La Turquie, membre de l'OTAN, mais dotée d'une politique étrangère de plus en plus autonome, cherche à jouer un rôle de médiateur qui lui permettrait de renforcer son influence dans la région. La Russie, engagée dans son propre conflit en Europe et en quête de soutien diplomatique, entretient des relations complexes avec l'Iran dont elle peut tirer un avantage si le conflit affaiblit la position des États-Unis dans la région. Cette dimension multilatérale est importante pour comprendre pourquoi le conflit Iran-États-Unis-Israël n'est plus uniquement un dossier régional. Il s'inscrit dans une reconfiguration plus large des équilibres de puissance à l'échelle mondiale. Chaque évolution sur le terrain modifie les calculs de ces différents acteurs et alimente des dynamiques diplomatiques qui dépassent largement les frontières du Moyen-Orient. La question fondamentale que les stratèges posent aujourd'hui est donc celle-ci. L'Iran a-t-il réellement acquis un avantage stratégique ou s'agit-il d'une posture soigneusement construite qui pourrait s'effondrer sous la pression d'une réponse américaine et israélienne plus déterminée? La réponse honnête est qu'à ce stade, personne ne le sait avec certitude. Ce que l'on peut analyser, ce sont les indicateurs disponibles, et ces indicateurs révèlent quelque chose d'important. L'Iran a réussi à imposer son agenda dans le débat stratégique. Les conditions qu'il pose sont celles dont on débat. Le rythme des opérations est en partie dicté par ses choix, et les contraintes qui pèsent sur la réponse américaine et israélienne, politique, économique, diplomatique, semblent s'être multipliées plutôt que réduites depuis le début du conflit. Cela ne signifie pas que l'Iran a gagné cette guerre. La puissance militaire des États-Unis et d'Israël reste considérable et une escalade majeure conserverait une dimension de destruction que l'Iran ne pourrait pas absorber sans conséquences graves. Mais cela signifie que le rapport de force est moins asymétrique que les discours officiels occidentaux ne l'ont longtemps laissé entendre. Et dans la géopolitique du Moyen-Orient, cette perception compte autant que la réalité militaire elle-même. Car c'est peut-être là le paradoxe central de ce conflit. L'Iran n'a pas besoin de vaincre militairement les États-Unis pour accomplir ses objectifs stratégiques. Il lui suffit de démontrer que le coût d'une confrontation prolongée est suffisamment élevé pour que l'option militaire devienne politiquement difficile à justifier. Il lui suffit de tenir assez longtemps pour que les contradictions internes de la position américaine, les incohérences du discours officiel, l'opposition de l'opinion publique et les pressions des alliés régionaux fragilisent la cohérence de la stratégie adverse. Et dans ce registre précis, les dernières semaines ont fourni à Téhéran plusieurs motifs de satisfaction stratégique. L'histoire des conflits contemporains montre à quel point cette logique peut être redoutable. Des acteurs bien moins puissants que l'Iran ont réussi à imposer des coûts insupportables à des superpuissances en jouant sur l'asymétrie de la durée, de la motivation et du coût politique. Ce n'est pas une garantie de succès, mais c'est une stratégie réelle, documentée et parfois efficace. Et l'Iran semble l'avoir compris depuis longtemps.
Ce qui se joue donc dans ce conflit dépasse la simple question militaire de savoir qui frappe plus fort. C'est une compétition entre deux logiques de guerre fondamentalement différentes. D'un côté, une logique de puissance immédiate qui cherche à obtenir des résultats rapides et décisifs par la supériorité technologique. De l'autre, une logique d'usure et de résilience qui cherche à transformer chaque opération en un coût supplémentaire pour l'adversaire, jusqu'au point où la poursuite du conflit devient plus coûteuse que la négociation. La vraie question, au fond, n'est donc pas de savoir si l'Iran peut vaincre militairement une coalition menée par les États-Unis. La question est de savoir si Washington et Tel Aviv peuvent atteindre leurs objectifs stratégiques sans accepter un coût politique, économique et humain que leurs propres opinions publiques ne sont pas prêtes à payer. Et dans cette équation, les trois conditions posées par l'Iran ne sont pas une capitulation camouflée. Elles sont un test pour savoir si la pression est suffisante pour forcer une renégociation fondamentale des termes du conflit. Ce test n'a pas encore de réponse, mais la façon dont il est formulé, les acteurs qu'il met en jeu et les dynamiques qu'il révèle dessinent une réalité stratégique que peu de capital occidental avaient anticipée au début de ce conflit. Et cette réalité, quelle que soit son issue, transforme déjà la façon dont le Moyen-Orient de demain sera perçu, négocié et gouverné. La prochaine étape n'appartient à personne encore, mais les conditions pour qu'elle soit dramatique sont, elles, désormais toutes réunies sous